Cela faisait 10 ans que je courais en Europe et j'étais saturé de courses. Je ne savais pas comment m'en sortir, car ce n'est pas facile de se retirer. Et pendant la course, je me suis mise à réfléchir. C'était le moment opportun, car à Reims, il y a de très longues lignes droites et on a le temps de penser. On pense et on se met à compter. En 10 ans de carrière, j'ai gagné 5 championnats. Et pourquoi tout cela? Alors, tout en courant, je me disais, j'ai couru ma première course ici. Pourquoi ne pas y courir également la dernière? Et lorsque j'ai terminé la course, j'ai annoncé, messieurs, je ne cours plus. Cette histoire commence ici, au fin fond de l'Argentine. Dans ce vaste pays où la Pampa s'étend à perte de vue. Une région où l'on porte toujours le plus grand respect à ces cavaliers chevauchant leur monture. Le digne successeur du cheval est ici le carretera. Un simple véhicule, peut-être, mais dont l'allure trahit la noblesse. Si le moyen de transport a évolué, les hommes, eux, sont restés intacts. Ce sont les gauchos. C'est dans ce modeste village du nom de Balcarce, situé à environ 400 km de Buenos Aires, que le petit Juan Manuel vit le jour le 24 juin 1911, à une époque où l'enregistrement des naissances ne se faisait qu'à l'église. Balcarce, où règne toujours une atmosphère hors du temps. Balcarce nos vio nacer. Y desde muy gurisito fue mostrando despacito su inclinación al taller. Con el afán de saber cómo aprendiz empezó. Con atención observó cómo hacían los entendidos y entre limpieza y barrido a manejar aprendió. El origen de mis padres en Italia. Mes parents étaient originaires d'Italie. Ils étaient d'une région qui s'appelle les Abruzzes, sur les montagnes près de Pescara, au sud de l'Italie, dans la botte. Là-bas, les gens y étaient très pauvres. Mon père me racontait qu'il mangeait la polenta sans sel, car le sel était très cher. Quand mon grand-père est venu en Argentine, très près d'ici, là, à Sierra de los Padres, où il travaillait à la préparation du charbon de bois, la nourriture ne manquait pas. Et quand il a vu cela, il a dit « Je ne retourne plus en Italie ». La vie est toutefois difficile pour ces nouveaux immigrés. Juan Manuel est le 4e enfant d'une sympathique famille. Et l'avenir ici se décide entre la truelle de maçons ou la charrue de paysans. Seul indice d'une gloire future, Juan Manuel a la passion de la mécanique. Ça va mon garçon? Ça va? Au début j'étais comme lui, ou à peu près quand je faisais ce travail. D'abord j'ai travaillé dans une machinerie, puis dans des ateliers. Je suis allé dans un garage où le propriétaire faisait des courses. J'y travaillais gratuitement, en fait, parce qu'il faisait des courses automobiles. Et un an après,
comme je rêvais d'avoir une motocyclette, il m'a offert une vieille automobile, une Overland. J'ai refait la carrosserie comme si c'était une voiture de sport. Et ça me donnait vraiment l'illusion que c'était une voiture de course. Fangio devient El Chueco, sitôt sorti du garage et les chiffons gras jetés. Un surnom donné à cause de ses jambes arquées. Comme tous les petits Argentins, il se consacre à la folle passion du football. Oui, comme beaucoup, Juan Manuel voudrait être footballeur. Juan Manuel Fangio n'aurait sûrement jamais eu d'avenir dans le football en raison de ses problèmes pulmonaires qu'il eut à l'âge de 17 ans. Et c'est grâce à l'appui de sa mère et de ses amis qu'il a réussi à dominer cet handicap. Aussi, avec sa force de caractère, il a fait ses premiers pas dans le monde de l'automobile et c'est toujours cette même force et cette détermination qui lui ont permis ses succès futurs. Il les doit à sa force de caractère. À cette époque, hormis le football, les Argentins ont une autre distraction. Les courses de carreteras. Ces courses sont à l'image du territoire argentin, démesurées. Les véhicules sont des Chevrolet ou des Ford spécialement préparés pour prendre les pistes qui sillonnent le pays. C'est quelque chose de propre à l'Argentine, qui est le deuxième pays d'Amérique du Sud. L'amour pour l'automobile est le fruit de l'amour qu'a eu le gaucho pour le cheval. Dans un si grand pays, les moyens de transport rapides étaient nécessaires. À cette époque, c'était le cheval. Et quand l'automobile arriva, ce fut le trait d'union parfait entre les villages. Fangio est un jeune garçon et il rêve. Il rêve en regardant ses pilotes de carreteras. Il voudrait lui aussi poser ses mains sur un volant automobile. Et le jour arrive où dans son petit atelier, Juan Manuel a sa première révélation, celle qui va bouleverser son destin. La première fois que j'ai conduit une automobile, je suis vraiment tombé amoureux d'elle. Je faisais le nettoyage avec elle, je déchargeais les ordures le dimanche. Alors, lorsque je conduisais, si je voulais dépasser, en tirant d'un côté, je voyais la voiture doubler. Et en tirant de l'autre, elle embardait sur le côté. Lorsque je baissais le bigot, c'est-à-dire l'accélérateur à main, si vous préférez, la voiture devenait plus légère. J'avais vraiment l'impression que l'automobile vivait et je me suis terriblement attaché à l'auto. Une rencontre va être le détonateur de la carrière de Fangio. Un certain Leonardo Yalea se prend d'amitié pour ce jeune homme passionné. Et l'incroyable se produit. Leonardo lui propose le prêt d'une voiture pour courir. Nous sommes en 1938. Je lui faisais entièrement confiance. C'est pour cela que j'ai pris le risque de lui prêter la voiture. À cette époque, c'était audacieux. Je l'ai fait et je ne regrette rien. Au premier départ, ce que j'ai ressenti, c'était de la joie. J'étais ravi parce que je disposais d'une automobile, je la conduisais. C'est impossible de l'expliquer, mais j'avais carrément envie de chanter. Fangio est heureux, tout simplement. Il court tous les week-ends. Maintenant, c'est l'as du volant de Valcarce, son village. Et dès lors, les circonstances vont construire son destin. Il vient d'une famille très modeste. Il n'avait pas d'argent, pas d'aide financière de sa famille. Alors, avec le temps, tout le village qui l'observait, comme mécanicien, puis comme pilote, l'a aidé économiquement pour sa première voiture.
Luis se souvient de l'enthousiasme de son oncle Hector à cette époque. Les amis du foot, puis les mécaniciens et en fin de compte tout le village dans son ensemble finiront par faire une collecte générale dans laquelle certains donnèrent 500 pesos, d'autres des centavos de l'époque. Et ils ont fini par acheter une automobile vers 1940 pour courir les carreteras. Cette voiture est la première que j'ai eue. Il y a eu une souscription populaire à Balcarce afin que je puisse courir le Grand Prix de 1939. Les courses de carreteras n'étaient pas comme les rallyes. On partait de Buenos Aires à minuit, toujours à fond. C'était de véritables expéditions. Et pas facile d'ailleurs. Lorsque nous courions avec ces voitures, il n'y avait évidemment pas d'assistance sur la route, il n'y avait presque pas d'atelier. Alors, nous prenions dans la voiture beaucoup de pièces de rechange de tout ce qui pouvait casser, les pare-chocs avant et arrière. Et dans les courses suivantes, on emmenait même la boîte de vitesse avec le combustible. Jusqu'à 250 litres d'essence dans la voiture qui pesait environ 1700-1800 kilos. Bien sûr, il y avait beaucoup d'accidents. Beaucoup restaient derrière à cause de ces accidents. Certains à cause de pannes qu'ils ne savaient ou ne pouvaient pas réparer. Il faut quand même vous rendre compte, il y avait 150 voitures au départ et sur 150, il n'en restait qu'une vingtaine à l'arrivée. La notoriété de Fangio à cette époque ne dépasse pas la région de Balcarce. L'idole du moment en Argentine, c'est Oscar Galvez. C'est le grand monsieur du sport automobile. Fangio admire, en bon élève, ce maître de la piste. L'amitié unit les deux hommes et doucement, Juan Manuel va finir par devenir son plus proche rival. Arrive le Grand Prix international du Nord en 1940. Une course folle sur 10 000 km, en passant par des cols qui culminent à 4600 mètres, sans assistance, sans sécurité, sans Dieu ni maître, avec une devise, le pied au plancher et viva la muerte. Cette course fut gagnée par Fangio. Ce fut réellement un tremplin, ce qui initia sa popularité, son image d'idole. Fangio, lui-même, a un grand souvenir de cette course. À l'arrivée, près de Rosario, qui est la deuxième ville de la province de Santa Fe, la course s'arrêtait pour pouvoir traverser la ville. À cet arrêt, Fangio entendit pour la première fois le public acclamer son nom. Ceci lui sembla réellement une musique céleste. Les gens criaient « Fangio, Fangio !» Et il raconte qu'à cet instant, il se rappela beaucoup son père et ceux qui l'attendaient à Balcarce. Moi j'étais là en 1940 quand Juan Manuel Fangio est arrivé. Quand il a couru le Grand Prix, c'est moi qui ai peint cette voiture. Et c'est avec elle qu'il a gagné le Grand Prix. Et 90% des gens de Balcarce étaient dans la rue. C'était l'enthousiasme total dans le village. Et tout Balcarce était dans la rue. Après ce Grand Prix en 1940, Fangio devient populaire en Argentine. Il est enfin reconnu comme un vrai champion. La Seconde Guerre mondiale éclate et stoppe net son ascension. L'entrée des États-Unis dans le conflit aggrave les événements. Essence, nœuds, pièces mécaniques, tout est contingenté. Fangio se voit obligé de retourner à son garage. 5 ans à attendre.
5 ans de perdu. En 1946, une forte personnalité prend le pouvoir en Argentine, Perón. Il est colonel, bientôt général, puis président, et possède une haute idée de son pays. Il veut réhabiliter sa notoriété. Pour cela, il invente le sponsoring d'État et décide d'utiliser l'image saine que véhicule le sport. Fangio, dans son garage, est très loin de ces événements. Mais coïncidence ou coup de pouce du destin, Perón a la passion des automobiles et c'est logiquement ce secteur sportif qu'il choisit pour les représenter à l'étranger. Certains pilotes argentins ont du potentiel, mais la vraie notoriété, c'est en Europe qu'il faut aller la chercher en se mesurant aux champions de l'époque. Ascari, Villoresi, Trintignant, Wimmy. Perón décide, en étroite collaboration avec l'Automobile Club Argentin, de sélectionner des coureurs. L'Automobile Club Argentin représente à cette époque un véritable pouvoir sportif et politique dans l'État. C'est dans ces salles obscures que sont prises par les hommes de Perón les grandes décisions du sport automobile. Convoqués par Francisco Alberto Borgonovo, les coureurs sélectionnés subirent dans cette même salle l'épreuve éprouvante de l'entretien de motivation. Et si je me souviens bien, à la fin, certains me dirent: il me semble, monsieur, que les coureurs étrangers reçoivent une prime. Une prime de $2500 par course. Enfin, en tout cas, comme prime de départ. Et nous, allons-nous toucher quelque chose? Je leur dis que non. Le dernier que j'ai appelé fut Fangio. Je me souviens bien, il est venu à l'Automobile Club. Je n'avais pas encore totalement confiance en lui. Non, non, ça c'est vrai, je connaissais pas encore assez le personnage. Fangio était très silencieux en plus. Et je lui explique la situation, l'esprit général, enfin ce qu'on attendait de lui et ce qu'on allait faire. Et aussi qu'il était désigné malgré tout. Alors Fangio me demande alors: combien dois-je payer pour courir avec cette voiture que vous me donnez? Alors la surprise, vous imaginez, ça démontrait vraiment sa très haute opinion du sport automobile. Rendez-vous compte, il était prêt à emprunter de l'argent, certainement pensant que pour obtenir une voiture, il fallait payer. Fangio part donc pour l'Europe. Pendant ce voyage d'études, Juan Manuel fera une halte en France, sur le circuit de Reims, où il est convenu qu'il passe le Grand Prix dans les tribunes en observateur attentif. Depuis son départ, Juan Manuel a les mains qui brûlent. L'observation a assez duré, il voudrait ne serait-ce qu'une fois piloter, mais cela n'est pas prévu au programme de l'Automobile Club Argentin. Fangio a sa bonne étoile. Coup de théâtre, le voici au volant d'une Simca Gordini. Maurice Trintignant, coureur international français de l'époque, qui fut entre autres vainqueur à Monaco et au Mans, nous dévoile les dessous de cette affaire. 1948 fut une année pour moi terrible, puisque j'ai eu un accident le 4 juillet au Grand Prix de Berne en Suisse. Et j'étais indisponible toute l'année, bien sûr, puisque j'étais en convalescence. Il est arrivé à ce moment-là d'Argentine, en Europe, Fangio, qui a été accueilli par Gordini et qui lui a confié ma voiture pour le Grand Prix de la CF à Reims. Un an plus tard, à Mar del Plata, Fangio participe à sa première grande course internationale. L'Automobile Club Argentin organise sur ce bord de mer la dernière course de la saison et invite pour l'occasion les meilleurs pilotes européens. Cette plaque rappelle toujours que le 27 février 1949, Fangio tenait la dragée haute chez lui à tout le gratin international.
La course de Mar del Plata fut le premier grand triomphe de Fangio. La course de la gloire, comme j'aime à le dire. Aussi, je ne dis pas cela amicalement, mais objectivement, Fangio n'était pas classifié parmi les 4 coureurs favoris pour cette course. En plus, les voitures n'étaient pas neuves, même plutôt anciennes. Alors, c'était intéressant, c'était de voir cette course qui se déroula comme si on avait volé un os, et que les autres, comme des chiens, voulaient ce même os. Termine premier. Pour le général Perón, c'est le déclic. Enfin, l'Argentine peut donner la réplique face au pays du vieux monde. Fangio devient désormais le protégé de Perón et l'Automobile Club décide de l'envoyer en Europe avec un autre pilote, Campos. Y otros van. 2 ases del automovilismo argentino parten para Europa, Fangio y Benedicto Campos. Numerosos simpatizantes acuden a despedirlos. Ahí van 2 criollos en busca de laureles para nuestro automovilismo. Buena suerte, muchachos. Quand Juan Manuel est parti pour l'Europe en 1949, nous avons vécu son émotion. Nous l'avons partagée. Lorsqu'il est parti, il a dit: je voudrais gagner, ne serait-ce qu'une seule course. Fangio s'est trompé sur ses futurs résultats. Premier à San Remo, premier à Pau, premier à Perpignan, premier à Marseille. La liste n'en finit pas de s'allonger. Perón est comme fou, son poulain est un génie. Maintenant, à chaque Grand Prix, toute une délégation argentine est présente. Ce jour-là, à Monza, les Argentins achètent leur première Ferrari. Oui, j'étais assis dans les tribunes avec le président de l'Automobile Club italien et M. Nessi, président de l'Automobile Club d'Argentine. Et les gens se mettaient à protester parce que la course ne commençait pas. Alors on a regardé et puis on a vu Fangio assis également, une table dans le box. Alors je suis allé voir ce qui se passait. Et là Fangio m'a dit on ne me laisse pas partir. Il n'y avait pas de numéro ni rien sur la voiture. Alors bon, je suis précipité, je suis allé voir le mécanicien, Vignani, le mécanicien italien, et je lui demande mais qu'est-ce qui se passe quoi? Et là il me répond vous n'avez pas payé la voiture. Pourtant, un quart d'heure plus tard, Fangio est au départ et il remporte la course face au pilote d'usine de la Scuderia Ferrari. Ce fait marquant démontre bien toute la force du pouvoir politique qui se cache derrière Fangio. À cette époque, l'Automobile Club argentin ne s'embarrasse pas de questions d'argent. Je ne sais pas qui l'avait payé, mais c'était le gouvernement qui s'en est chargé. Et j'ai pu remporter cette course. Évidemment, courir Monza pour un pilote qui venait pour la première fois en Europe, c'était une gloire. J'ai vraiment eu de la chance de remporter ce Grand Prix. Cela m'a rendu un immense service, car les autres écuries se sont intéressées à moi. En 1950, Alfa Romeo était de retour en compétition et ils m'ont invité à entrer dans leur écurie. Fangio est engagé par Alfa Romeo aux côtés de Farina et Fagioli. Ils formeront l'équipe des 3F qui effectuera une razzia de podium. Mais ce sera Farina, le gentleman italien, qui remportera le titre mondial. À l'Automobile Club argentin, où les relations publiques s'activent, Francisco Alberto Borgonovo félicitera en fin de saison tout le gratin des pilotes européens et argentins.
Oh, j'étais heureux, j'étais deuxième au championnat du monde, j'étais content. Cela faisait seulement 2 ans que je faisais des courses. Je n'avais absolument aucune raison d'être déçu. Au contraire. L'année suivante, en 1951, Fangio fête ses 40 ans. L'âge de la retraite. Beaucoup de pilotes. À chacune de ses victoires, il connaît la griserie du succès. Il est heureux. Il porte haut les couleurs de son drapeau national. Le petit Argentin accrochait en cette fin de saison 1951 sa première couronne de champion du monde. Que de chemin parcouru depuis Balcarce. Le retour de Fangio, l'enfant du pays, provoque des manifestations monstres dignes d'un chef d'État. Fangio devient dès lors l'exemple de la réussite des Argentins. Il incarne la fierté de tout un peuple et les ambitions d'un homme, Perón. Au palais présidentiel, Evita Perón organise même la touchante surprise de retrouvailles avec ses parents. Fangio, bien que respectueux de ses devoirs d'homme public et sportif, reste toujours le modeste Juan Manuel pour tout le monde. C'est dans la simplicité, sa famille, ses amis qu'il se sent le mieux. Et tout cela, c'est Balcarce, son village. Qué lindo es volver a verte, mi pueblo después de un tiempo. La plaza, el patio de tierra y un mate bajo el alero. Qué lindo es volver a verte, Balcarce, cuánto te quiero. Quand on me dit que mon frère est un mythe, ça me fait peur. Parce que j'ai le luxe de l'avoir avec nous, avec toute la famille. Et bien que ce ne soit pas une grande famille, c'est une famille très unie. Cuando recorro tus calles, me paro junto al museo, gloria eterna de argentinos. Don Juan Manuel vuelve al pueblo, qué lindo es volver a verte, Balcarce, cuánto te quiero. La destinée extraordinaire de Fangio se poursuit tant et si bien que sa montée sur la scène du championnat du monde coïncide magistralement avec certains événements outre-Atlantique. En effet, Mercedes décide de rentrer dans la compétition de Formule 1 avec un objectif unique, clair et précis, vaincre. La méthode pour y arriver est simple, mettre au point les meilleures voitures et s'allouer les meilleurs pilotes du moment. Fangio vient de gagner le championnat du monde avec Alfa Romeo, Mercedes lui fait donc la proposition de rentrer dans l'écurie. Mais les Allemands partent en course avec un autre homme, Alfred Neubauer. Ce directeur d'écurie allait placer la rigueur germanique et l'organisation au service du sport automobile. Alfred Neubauer, c'était un grand directeur sportif, évidemment, dans une équipe comme Mercedes, c'était relativement facile. Il avait une expérience unique parce qu'il avait commencé en tant que pilote comme Ferrari bien avant la guerre, puis il avait grandi dans l'équipe, son sens de l'organisation était vraiment très développé, et donc on lui a confié la charge de l'équipe. Et en plus, il a eu l'intelligence d'acquérir tous les meilleurs pilotes. C'était relativement facile pour lui d'être considéré comme le grand stratège, le grand directeur sportif, parce qu'il savait pertinemment que ces voitures, 4 voitures au départ, si rien ne se passait, ils étaient terminés à les 4 premières places.
Les voitures étaient très bonnes, elles ne cassaient jamais, aucun problème. Hormis la première année, quelques petits ennuis, mais la deuxième année, incassables. Les flèches d'argent sont effectivement imbattables. Fangio pulvérise tout, record, vitesse, endurance. Les titres tombent si souvent que lorsqu'il n'est pas premier, on s'étonne. En 1954 et 1955, Fangio pose 2 autres couronnes de champion du monde sur ses épaules. Ces années-là, pour Juan Manuel, sont aussi celles d'une rencontre avec un gamin. Moss, Sterling Moss, pilote anglais extraordinaire au potentiel fou. C'est un équipier modèle. Fangio a l'âge d'être son père. De cette différence naît une complicité inébranlable, jamais altérée par le temps. Je pense que c'est le plus grand pilote et aussi l'un des grands hommes qu'on connaisse. J'ai le plus grand respect pour lui, autant que pour mon père. Fin 1955, Fangio a tout vu, tout couru, tout gagné. Il songe à retourner à cette vie paisible et simple qu'il aime tant. Il a 45 ans, alors pourquoi ne pas se retirer? Non, pas encore, on ne peut pas. Face à une voiture à l'emblème du cheval cabré. 1956, Fangio succombe à la tentation, appartenir à une écurie portant le nom magique Ferrari. Lorsque Ferrari m'a demandé en 1954 si ça me faisait plaisir de rentrer dans son équipe officielle, c'est avec plaisir, bien entendu, que j'ai accepté, puisque tout le monde veut courir pour Ferrari. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était vraiment une grande maison, où il y avait quand même une camaraderie qui existait entre tout le monde, entre les pilotes, entre les mécaniciens, malgré que Ferrari cherchait à monter les pilotes les uns contre les autres pour essayer de créer une combativité supplémentaire. Effectivement, chez Ferrari, ce ne sera pas toujours simple. Pour rester plus proche de l'écurie et mieux se concentrer sur les courses, Fangio prend un agent, M. Ambertoni, pour traiter avec Enzo Ferrari. Tout paraissait au mieux et pourtant cette même année, un scandale éclate, qui éclabousse Juan Manuel Fangio. J'étais bouleversé par cette affaire, parce que je n'avais jamais eu de problème avec personne, ni avec Maserati, ni Alfa Romeo, ni Mercedes, avec personne, pas plus avec Ferrari. Ce fut simplement le livre qu'écrivit Ambertoni, dans lequel il sous-entendait qu'il existait des sabotages, ce qui n'était pas vrai. Il n'y avait pas de sabotage, c'était pas vrai, peut-être une mauvaise préparation, c'est tout. Dans ce livre diffamatoire, Enzo Ferrari est traité comme un chef de clan mafieux, dont les armes sont le sabotage, le sexe, dans sa propre écurie. Il y avait presque rien de vérité là-dedans. L'accusation d'avoir envoyé une fille dans le lit de Fangio ou d'avoir fait partir Fangio avec une voiture sans huile, c'était tellement stupide. Ferrari, dans Mes joies terribles, ce livre qu'il a écrit, il a eu des mots pas désagréables, mais des mots assez durs contre Fangio, ne sachant pas l'origine réelle des choses. Était-ce un timide, un médiocre, un fourbe? Je ne comprenais pas. Il échappait à mon regard et répondait par monosyllabes d'une voix bizarre et métallique. Mais après plusieurs années, un jour, j'ai rencontré Ferrari à Monza. Et il m'a dit, Fangio, vous ne venez plus me voir? En effet, il n'y avait plus de rancune. Je l'ai remercié alors de m'avoir donné à plusieurs occasions la possibilité de gagner un championnat du monde.
L'année suivante, Juan Manuel rentre dans une écurie familiale où la camaraderie règne en maître. L'ambiance est à l'opposé de ce qu'il vient de vivre chez Ferrari. Cette complicité avec les mécaniciens est fondamentale pour la mise au point. Cela permet à Fangio d'arracher plusieurs courses avec des voitures parfois inférieures aux concurrentes. Ce sera donc sur une Maserati que Fangio effectuera en 1957 une course événement. Ma meilleure course fut le Nürburgring. Une de mes dernières courses où j'ai dû m'arrêter pour changer les pneus alors que les Ferrari ne le faisaient pas. J'ai fait une course hors du commun. À cause de ce changement de roue, Fangio, qui était en tête, se retrouve à 45 secondes des premiers. Il reste encore 10 tours avant la fin. Fangio commence alors la course de sa carrière. Durant l'arrêt, Fangio a demandé à ses mécaniciens, pour alléger la voiture, de mettre juste assez d'essence pour finir la course. Au 20e tour, quand Hawthorne et Collins passent devant les tribunes, Fangio n'est plus très loin. Dernier tour, dernier virage, Fangio bondit en tête. À chaque tour, j'améliorais à nouveau le record du tour. Et c'est ainsi que j'ai récupéré tout mon retard et que j'ai gagné la course avec 4 secondes d'avance. Mais ce qui était beau, c'est que les deux pilotes sont venus m'embrasser, Hawthorne et Collins, tous les deux, comme si j'avais été leur père, parce que j'avais gagné et que cela semblait pratiquement impossible. C'est un moment vraiment extraordinaire. C'était impensable, j'avais jamais connu ça. Ils ont eu ce courage de venir m'embrasser. Des moments comme ça donnent énormément de force. Il y a beaucoup de respect entre les coureurs. Cette année 1957, Juan Manuel Fangio gagne son 5e titre mondial. Ce titre coupe court à nombre de polémiques sur le fait qu'il ne doit ses victoires qu'à la chance de posséder la meilleure voiture. Fangio n'a pas besoin d'une Ferrari ou d'une Mercedes pour être champion du monde. Il est dès lors incontestablement le meilleur pilote du monde. Et il le restera longtemps. En 1958, au Grand Prix d'Italie, Fangio se présente sans casque. Il fait ses adieux au monde de l'automobile. Tony Brooks, Sterling Moss, Harry Schell, Von Tripp, Mike Hawthorne, Maurice Trintignant et tant d'autres. Mais au-delà des circonstances qui ont parfois favorisé Fangio dans son ascension, pourquoi ce dernier a-t-il survolé ce siècle de l'automobile? À l'origine de ce succès, il y a l'investissement complet dans la course, un coup d'œil draconien, une froide évaluation des chances qui impressionnait même l'écurie allemande réputée pour sa rigueur. Ce travail porte un nom, sacrifice. Il est vraiment heureux d'avoir réussi sa carrière. Mais malheureusement, ces triomphes se sont faits à un prix. Celui de ne pas avoir fondé de famille. Ce sont les frères, les cousins qui sont sa famille. Loin de cette solitude liée à ce sacrifice familial, la principale explication de ce succès, c'est le 6e sens que Fangio possède pour la conduite, une sensibilité hors du commun. Dans les virages, évidemment, il n'y avait pas seulement dans le virage, dans la voiture, avec ce qu'on appelle le dératage. Et la sensibilité du pilote était donc placée sur la partie plus au contact de la voiture, il sentait dans les réactions de la voiture. Et Fangio possédait cette sensibilité plus que les autres. Une sensibilité qui permettait de corriger les écarts de la voiture d'une façon assez douce. J'ai eu la chance, après, de voir aux essais, je m'étais installé à un endroit où je voyais le passage exactement. Et Juan Manuel passait 20, 30 fois exactement au même endroit
où il avait décidé de passer. Ce pilotage exceptionnel qui caractérisait Fangio ne faillit que 2 fois. La première en 1948 au Pérou et ensuite à Monza en 1952. Cette seconde fois, il se présentait éreinté de fatigue 30 minutes seulement avant le départ de la course. Au 2e ou 3e tour, j'étais en train de doubler. J'entrais dans le virage de l'Esmo, très vite. Et j'ai heurté la partie intérieure de la piste. Alors, j'ai pas réagi assez rapidement pour contrôler la voiture. J'ai dérapé plus qu'il ne fallait et j'ai heurté le dernier ballot de paille qui était là depuis au moins 2 ans. Il est évidemment dur comme de la pierre. La voiture a fait un tonneau et quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital. Environ 3 heures après, j'ai pensé alors qu'il était très facile de mourir sans s'en rendre compte et qu'entre la vie et la mort, il n'y a pas grand-chose. À une époque où chaque course avait son lot de catastrophes, la meilleure sécurité des pilotes, c'était ce très respectable code de l'honneur et de loyauté que chacun plaçait au-dessus de tout. Le harnais n'existait pas, les pilotes ne portaient qu'un léger casque, et le seul coéquipier que l'on avait avec soi était le courage. Il faisait partie du jeu. Ces règles-là ne seraient pas aujourd'hui celles d'un sport, mais celles d'un jeu d'arène où la mort serait arbitre. La mort, justement. En 1955, Fangio y échappe miraculeusement, car il est impliqué dans la plus grande catastrophe du sport automobile de tous les temps. C'était sur le circuit du Mans. Le 11 juin 1955, j'étais devant le stand des Mercedes. J'étais commissaire technique de la travée où étaient les Mercedes et j'attendais le premier ravitaillement des Mercedes. Cette photo a été prise en 1955 aux 24 heures du Mans. J'assurais à ce moment-là les reportages pour la radiodiffusion française et ce fut un événement bien sûr dramatique. Et au moment où je parle d'ailleurs sur cette photographie, s'est passé l'événement que vous connaissez. Je courais avec Stirling Moss et c'était le moment de changer de pilote. Nous étions au plus fort de la lutte lorsque Hawthorne est entré dans les stands un peu vite. Hawthorne s'est arrêté brusquement parce que, a priori, il n'avait pas vu lors des 2 tours précédents qu'on lui intimait déjà l'ordre de s'arrêter pour ravitailler. Et malheureusement, une des voitures qui avait freiné trop brusquement, la voiture de Lance McLean, Massimillet, a été rejointe par la voiture de Loveg. Elle a fait tremplin et Loveg a atterri sur les fascines. À cet endroit-là, le moteur s'est détaché et a sauté dans la foule. Et la voiture a pris feu. Tout le monde croyait que c'était moi l'accidenté, car nous roulions très très vite. Oui, nous arrivions très vite avec Hawthorne. Mais nous ne savions pas ce qui s'était passé parmi le public, car les informations, nous ne les avons pas eues. Nous les attendions, mais nous ne recevions rien. Et elles arrivaient petit à petit. Alors on nous disait, il y a 8 morts dans la foule. Alors on annonçait les 8 morts. Puis après ça passait à 15 morts. Après ça passait à 25. On est monté comme ça pendant des heures. Et après que je sois passé, la voiture de McLean est entrée dans la foule et a tué des gens. Ça a été un hasard, je m'attendais à être percuté et le chemin s'est dégagé, je suis passé par chance. Fangio a échappé d'abord parce que c'était Fangio, et ensuite, je pense, parce qu'il a eu la chance d'avoir la place de passer dans l'agglomérat qui était devant lui, et surtout grâce à sa maîtrise, parce qu'il a même eu le temps de lever le bras pour prévenir les gens qui étaient derrière de ce qui se passait. Oui, il a levé le bras comme ça.
La retraite, ou plutôt la reconversion de Juan Manuel Fangio, se partage entre sa concession Mercedes à Buenos Aires et son musée à Balcarce. Durant ces années de sagesse, Fangio a vu en un seul homme les capacités d'égaler ou de battre ses titres mondiaux. Cet homme portait un casque jaune. Il était presque le voisin de Fangio car il venait du Brésil. Ce fils qu'il n'a jamais eu et qu'il avait désigné, c'était Ayrton Senna. Le Brésilien n'oubliera jamais sa première rencontre. Fangio est le pilote qui a toujours fait partie de l'histoire de l'automobile. J'étais jeune et encore un enfant quand j'ai entendu parler de Fangio pour la première fois, il y a très longtemps. J'étais alors un fan de course automobile. Je l'ai rencontré en Australie et c'est là que j'ai enfin pu lui parler pour la première fois. Dans le tableau des meilleurs palmarès en Formule 1, Alain Prost, avec ses 4 titres de champion du monde, est en quelque sorte le dauphin de Juan Manuel Fangio. Quand on voyait arriver sur un circuit de Formule 1, Fangio, c'était quelque chose d'assez incroyable. Il représentait bien entendu une valeur sportive par rapport à son palmarès, mais une valeur humaine. C'était le mythe dans toute sa splendeur. Pourquoi, comment, il y a cette magie. Et ça a toujours été pour moi quand même le grand bonhomme du sport automobile, un peu la référence. Je savais que même pour moi, le fait d'être juste derrière et puis d'avoir arrêté à ce moment-là, bon, c'est bien de rester juste à la porte, c'est pas très grave. Cette popularité sans frontières aura pourtant bien failli se retourner une fois contre Juan Manuel Fangio. C'était en 1958 à Cuba. L'île est déjà célèbre pour sa douceur, ses couleurs tropicales, sa joie de vivre, et pourtant, la dépêche tombe comme une masse. Une nouvelle incroyable. Fangio ne participera pas au Grand Prix de Cuba 1958. Le pilote argentin a été kidnappé. À la fin de la première journée des essais, nous sommes rentrés à l'hôtel Lincoln de la Havane nous baigner. Nous étions dans le hall d'entrée. Moi, j'étais appuyé contre le comptoir. Il y avait autour de moi un certain nombre de personnes. Il y avait Ugolini, il y avait Fangio, bien sûr, et Bertocchi. Et nous étions en train de parler de rapport de boîte, s'il fallait changer ou non. Et puis tout à coup, un homme est arrivé, il était grand, il était moustachu, et il a dit qui de vous est Fangio. Et Fangio l'a regardé. Et il a dit, moi je suis Fangio. Alors l'individu a brusquement sorti un revolver, une sorte de pistolet. J'ai eu un moment de surprise, j'ai cru que c'était une blague organisée. Parce que Fangio a dit très tranquillement, allons-y. Après l'enlèvement, Fangio est séquestré dans plusieurs appartements de la ville. Parfois à seulement 200 mètres du palais du président Batista. Le responsable de cet enlèvement, un certain Fidel Castro, un rebelle cubain, avait pour objectif avec ce kidnapping de réaliser un fabuleux coup médiatique. Ils voulaient m'empêcher de participer à la course. Ma voiture était sur la piste, je la voyais à la télévision, mais je pense que c'est le destin. Je leur ai dit, peut-être que vous avez bien fait de m'enlever. Effectivement, au 6e tour, il y a eu un accident qui a fait plusieurs morts. Un moteur s'est volatilisé. Peut-être que si j'avais fait cette course, je ne serais pas ici. Le destin, j'y crois beaucoup au destin. Voilà
toute l'histoire que nous enseigne la force des mots qui ont construit cette expression « conduire comme conduire ».